Il y a 3 mois, moi, Kristen Quinn, âgée de 24 ans à peine, consacrait chaque minute libre à organiser la fête du 15e anniversaire de ma sœur. J'ai réservé un charmant restaurant à Columbia, dans le Missouri, créé un album rempli de photos de notre enfance et dépensé des centaines de dollars de mes économies pour que tout soit impeccable. J'imaginais l'étincelle dans ses yeux, la gratitude sur son visage, mais la nuit venue, la table restait vide. Aucun signe de ma sœur, de mes parents, aucune justification. Mon téléphone portable a vibré avec un seul message vocal de mon père: « Nous sommes à Paris. Nous voulions juste vous occuper. » Son rire me transperça la poitrine comme une lame glacée. Ils avaient tout organisé, me laissant organiser une fête à laquelle personne ne participerait. Une douleur sourde me serrait la poitrine, ce n'était pas des larmes, c'était quelque chose de plus lourd, une trahison. J'étais là, seule, avec le poids de 3 mois de travail qui pesait sur moi. Ils pensaient que j'avalerais tout en silence, comme toujours. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas crié. J'ai attendu. Une semaine plus tard, mon téléphone a explosé avec 36 appels manqués en 1 heure. Le désespoir dans leur voix, me suppliant de répondre. J'ai envoyé une seule réponse: je suis très occupée. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais fait. Si vous avez déjà été rabaissé par ceux que vous aimez le plus, laissez un like, abonnez-vous et commentez. Auriez-vous répondu à ces appels ou auriez-vous suivi mon exemple et simplement vous en allé? Tout a commencé dans une cabine exiguë, où je jonglais avec les feuilles de calcul et les plans de fête. Je passais 8 heures par jour enfouie dans une entreprise locale et mes nuits étaient consacrées à payer des factures pour subvenir aux besoins de ma famille. J'ai envoyé de l'argent pour les frais de scolarité et les dépenses du ménage de ma sœur, survivant avec ce qui restait. Mon rêve de devenir photographe, capturant la lumière des villes ou la tranquillité de la campagne, était enfoui sous des piles de documents fiscaux. Je me suis dit que c'était temporaire, que la famille passait avant tout. Il y a 3 mois, j'ai accepté d'organiser le 15e anniversaire d'Addison. Ils sont venus laisser entendre qu'ils voulaient quelque chose de grand et d'inoubliable. Je voulais qu'elle se sente spéciale, qu'elle me voie comme la sœur qui a rendu tout possible. J'ai réservé une chambre privée dans un restaurant chaleureux du centre-ville avec des lumières scintillantes et une vue sur la rivière. J'ai passé des heures à concevoir des invitations, à choisir un menu de vos collations et cupcakes préférés, et j'ai même embauché un groupe local pour jouer en live. Chaque détail comptait, depuis les serviettes pliées en forme d'étoile jusqu'aux cadeaux que j'ai préparés avec tant de soin. Le véritable effort a été l'album photo. Je suis restée éveillée tard dans la nuit pour coller des souvenirs, nous deux rions dans le jardin, construisions des bonhommes de neige, nous disputions pour le dernier cookie. Je voulais qu'elle revive ces moments, qu'elle ressente tous mes soins. Cela m'a coûté 50 $ de mes économies, plus des nuits qui auraient pu être consacrées à mon propre avenir. Mes parents n'arrêtaient pas de me pousser. « Tu es si douée pour ça », disait ma mère sur un ton qui ne tolérait aucune hésitation. Mon père envoyait des messages quotidiens demandant des mises à jour, se rappelant qu'Addison méritait ce qu'il y avait de mieux. Leurs attentes me pesaient, comme si je leur devais mon temps, mon argent, ma vie. Je ne l'ai pas remis en question. Elle était la sœur aînée, celle qui gardait tout en ordre. Entre une rencontre et une autre, j'appelais le gérant du restaurant, ajustant les détails de la décoration. « Soyez rapide », m'a ordonné mon patron, et j'ai couru, équilibrant travail et exigences familiales. J'ai pensé à mon vieil appareil photo, rangé dans un tiroir depuis des années. Dans les cours de photographie, dans les revues de portfolio, dans la possibilité de déménager dans une ville comme Portland. On aurait dit les rêves de quelqu'un d'autre. J'ai repoussé ces pensées, me concentrant sur le grand jour d'Addison. À la maison, ma mère était à mes côtés, me suggérant des changements. « Addison aime le rose, pas le violet », disait-elle en feuilletant mes projets. Mon père ajoutait: « Ne lésine pas sur la nourriture, elle compte sur toi. » Il a accepté, a ajusté le budget, en étirant chaque centime. J'ai dépensé 200 $ en décoration personnalisée, plus une centaine d'autres en avance pour le groupe. Mes économies diminuaient, mais j'étais convaincue que cela en vaudrait la peine. Addison entrerait dans ce restaurant, verrait tous mes efforts, qui sait, peut-être qu'elle me dirait enfin merci.
Je lui ai envoyé des messages, lui demandant des avis. Ses réponses furent courtes, cool. Ce que vous pensez être le mieux. J'imaginais qu'elle était occupée avec ses amis, l'école, sa propre vie. J'ai continué à coller des photos, confirmant les fournisseurs. Je pouvais visualiser ton sourire, le câlin serré à la fin de la nuit. N'est-ce pas ainsi que agissent les sœurs? Vous êtes présents, vous souffrez, vous y parvenez. Au final, j'étais épuisé mais plein d'espoir. Le restaurant était réservé, l'album prêt, le groupe répétait. J'ai envoyé le plan final à mes parents, dans l'attente d'un compliment. Ça a l'air bien, fut la réponse de mon père. Ma mère n'a même pas répondu. Je les ai ignorés, pensant qu'ils étaient distraits. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils complotaient dans mon dos, comment ils allaient réduire mes efforts à néant. Je n'ai pensé au visage d'Addison que lorsqu'elle a vu la fête, celle dans laquelle j'avais mis mon âme. À 6 heures de l'après-midi, le restaurant était parfait, mais les chaises étaient encore vides. Je restais là, dans la chambre privée, mon téléphone portable à la main, attendant un message, un appel, n'importe quoi. Le groupe que j'ai engagé a accordé ses instruments, prêts pour un public qui n'est pas arrivé. J'ai vérifié à nouveau mes messages. Non Addison, non mes parents. Mon estomac s'est tordu, mais je me suis forcé à croire qu'ils étaient en retard, coincés dans les embouteillages ou qu'ils récupéraient un invité de dernière minute. À 6h15, j'ai envoyé un texto à Addison, « Où êtes-vous les gars? La fête a déjà commencé. » Aucune réponse. J'ai essayé ma mère, puis mon père. Silence. Un serveur, avec un sourire poli, s'approcha. « Est-ce que tout va bien? Avez-vous besoin de plus de temps? » J'ai hoché la tête, forçant un sourire, et j'ai dit que j'en parlerais à la famille. Mes mains tremblaient lorsque je composais le numéro d'Addison. Boîte postale. J'ai essayé ma mère. Même résultat. Finalement, j'ai appelé mon père. Après 3 sonneries, il répondit d'une voix lointaine, presque amusée. « Salut, Kristen, dit-il, comme s'il s'agissait d'un appel téléphonique. J'ai entendu des voix en arrière-plan, une annonce étouffée en français. « Où es-tu? » ai-je demandé, ma voix tendue. Une pause, suivie d'un rire. « Ah, nous sommes à Paris. » On ne parle pas? Nous voulions juste vous occuper. Son rire m'a frappé comme une gifle, sèche et cruelle. Je restais figé, le téléphone collé à mon oreille pendant qu'il parlait du voyage, du fait qu'Addison méritait une véritable fête. La voix de ma mère résonnait en arrière-plan, riant du café qu'ils avaient découvert. Je ne pouvais pas réagir. L'appel s'est terminé. Je suis restée là, seule. Le groupe a commencé à ranger ses instruments, le serveur a évité mon regard. Un sentiment de vide m'envahit, comme si tout ce en quoi je croyais avait été arraché. Ce n'était pas seulement leur absence. C'était le mensonge, la façon dont ils m'avaient manipulé, sachant que je ferais tout sans sourciller. Je me laissai tomber sur une chaise, regardant l'écran de mon téléphone portable, toujours sans aucun message. Aucune excuse, aucune explication, juste ce rire qui résonne dans ma tête. J'ai pensé aux années où je les ai mis en premier, étant toujours celui qui est fiable, celui qui a tout résolu. Mais pour la première fois, je me suis demandé quel était réellement mon rôle. Était-ce seulement la sœur qui avait fait bouger les choses? La fille qui a payé les factures? J'ai déplié les pages avec soin, comme si elles contenaient plus que de simples photos. Chaque image était un morceau de moi que j'avais offert sans y réfléchir à 2 fois, les sourires forcés lors des anniversaires que j'organisais seule, les vacances en famille que je planifiais alors qu'il levait à peine le petit doigt, les messages que je laissais sur le frigo pour qu'il n'oublie pas les rendez-vous que j'avais pris. Mes doigts tremblaient en parcourant les pages, non pas de tristesse, mais avec une clarté perçante. Cet album n'était pas un cadeau pour Addison. C'était le miroir de ce que j'avais laissé me faire. Je l'ai fermé d'un clic sec. Je ne l'ai pas jeté, pas encore. Au lieu de cela, j'ai pris un stylo et j'ai écrit au dos de la couverture, en lettres grasses, pour quand vous vous souvenez de ce qui compte vraiment. Ce n'était pas un au revoir. C'était un point dans une phrase qui n'aurait jamais dû être écrit par moi seule.
J'ai mis l'album dans le tiroir de ma table de nuit, sachant que je ne l'emmènerai pas à Portland. Pas comme un bagage émotionnel, pas comme un lest. Si Addison le méritait, elle le trouverait. Sinon, eh bien, certaines choses ne sont pas faites pour être conservées. Je me levai et me dirigeai vers le placard, où une boîte en carton était déjà ouverte sur le sol. J'ai commencé à trier ce que j'allais emporter, des vêtements de base, le carnet avec lequel je dessinais des idées de photos, oui, j'en avais encore un, mon chargeur d'appareil photo, un manteau résistant à la pluie Portland n'était pas Colia, et je ne serais pas la même personne qui frissonnait sous les tempêtes des autres. Alors que je retirais un chemisier du cintre, mon doigt effleura avec un aimant une note attachée à la porte du placard. C'était de ma mère, écrit à la main dans son écriture inclinée. Kristen, n'oublie pas d'acheter le vin pour le dîner de samedi. Le rouge que ton père aime. Samedi. Le dîner qu'ils auraient avec des amis pendant que je serais à des milliers de kilomètres de là, respirant enfin un air qui ne sentait pas l'obligation. J'ai déchiré le message en petits morceaux et je les ai jetés à la poubelle. Pas en colère, mais avec un calme qui m'a fait peur même. C'était comme si, en détruisant ce papier, je brûlais le dernier bout d'un fil qui me maintenait lié à un scénario qui ne m'avait jamais servi. Je suis retournée à la table et j'ai rouvert mon ordinateur portable. Cette fois, j'ai cherché des groupes de photographes à Portland, des forums où je pourrais me connecter avant même mon arrivée. J'ai trouvé un collectif qui se réunissait le dimanche dans un parc au bord d'une rivière, exactement le genre d'endroit que j'ai toujours rêvé de capturer, une lumière dorée filtrant à travers les arbres, des visages inconnus racontant des histoires sans mots. J'ai noté l'adresse et l'heure. Ce serait mon premier rendez-vous dans la nouvelle ville. Le premier d'une longue série serait le mien. Le téléphone portable vibra. C'était encore Tara, cette fois avec un lien, appartement dans le quartier de Pearl. Petit, mais avec un balcon avec vue sur le pont. Et, en prime, le propriétaire est photographe. Il dit qu'il loue à prix réduit aux étudiants des écoles d'art. J'ai cliqué sur le lien et voilà, un espace avec des murs blancs, une grande fenêtre et un coin qui serait parfait pour aménager un mini-studio. Le porche, comme elle l'a dit, montrait une section du pont en acier, éclairée la nuit. Était-ce cher? Oui. Est-ce que cela vaudrait chaque centime? Indubitablement. J'ai envoyé un message au contact dans l'annonce en me présentant brièvement. Je m'appelle Kristen, photographe et future étudiante en photographie de rue. J'aimerais planifier une visite virtuelle. La réponse est arrivée en quelques minutes, demain, 19 h, via Zoom. Apportez votre portfolio, même s'il est ancien. Sourire. Portefeuille. Cela ressemblait à une identité que j'avais enfouie sous des feuilles de calcul et des faveurs non rendues. J'ai fermé les yeux un instant et j'ai pris une profonde inspiration. L'odeur du café s'était refroidie, mais le goût de la liberté était brûlant, presque brûlant. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas de liste de choses à faire pour les autres au-dessus de ma tête. Il n'y avait que mes choix, mes pas, mon appareil photo qui attendait d'être rempli d'histoires dont, cette fois, je serais le protagoniste. Quand j'ai ouvert les yeux, le soleil était déjà plus haut, peignant l'appartement d'une lumière que je n'avais jamais remarquée auparavant. Peut-être parce que, jusque-là, je regardais toujours en bas, les factures, les pieds des autres, le sol qui me maintenait en place. Maintenant, par la fenêtre, j'ai vu le ciel. Et pour la première fois, non pas comme un plafond, mais comme une invitation. J'ai glissé mon dos le long du mur jusqu'à ce que je sois assis par terre, les genoux remontés contre ma poitrine. Ce n'étaient pas des larmes qui coulaient, c'était un soulagement, si épais que ça faisait mal. L'appartement, autrefois un poids, me respirait désormais. Les murs ne faisaient plus écho à leur voix, ni au bruit des perles qui tombaient sur la table, ni au soupir d'Addison lorsque je disais « non » à un caprice. Pour la première fois depuis des années, le silence était le mien. Je me levai lentement, comme si le sol risquait de céder à tout moment, mais il resta ferme. Comme moi. Je me dirigeai vers la fenêtre et ouvris les rideaux une fois, laissant le soleil de l'après-midi envahir l'espace. La lumière révélait de la poussière dansant dans l'air, les restes d'une vie s'effondrant pour laisser la place à une autre. J'ai ramassé le billet d'avion sur la table et j'ai passé mes doigts sur le papier comme s'il s'agissait d'un talisman.
Portland. Un mot qui, il y a encore quelques jours, n'était qu'un point sur la carte. Maintenant, c'était une promesse. Le téléphone vibra à nouveau, mais cette fois c'était Tante Hélène. J'ai répondu avant la fin de la première sonnerie. Kristen, mon amour, comment vas-tu? Sa voix était à la fois miel et terre sèche, chaleur et vérité. Je vais bien, répondis-je, et pour une fois, ce n'était pas un mensonge poli. Mieux qu'il ne l'a été depuis des années. Elle rit doucement, comme si elle savait exactement ce que coûtaient ces mots. Bien. Parce qu'ici, à il fait, une bouilloire chaude et une ville entière vous attendent. J'ai fermé les yeux. Il ne s'agissait pas simplement d'un changement d'adresse. C'était une réinvention. Il faut que je te dise quelque chose, lui ai-je dit, puis je lui ai tout dit, l'album, l'accusation, la police, le regard d'Addison quand il a réalisé que, cette fois, je ne reculerais pas tant. Hélène écoutait en silence, juste un d'approbation occasionnelle. Ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu, dit-elle quand j'ai fini. Mais tu sais ce que tu as. Oui. Je savais. Je suis retournée à la valise ouverte sur le sol. À l'intérieur, il n'y avait pas que des vêtements et un cahier, il y avait de la place. Place aux erreurs, aux nuits blanches à retoucher des photos, aux cafés partagés avec des inconnus qui deviendraient amis. J'ai pris l'appareil photo, réglé la mise au point sur rien, seulement pour entendre le clic familier. C'était le son de ma nouvelle langue. 3 semaines. Ce n'était pas assez de temps pour nettoyer votre vie, mais assez de temps pour gâcher votre ancienne. J'ai fait dans des derniers meubles, j'ai laissé les clés sur la table à l'entrée de l'immeuble, j'ai écrit un mot à ma voisine pour la remercier pour les années de pré-sucre et m'excuser pour le bruit à 3 heures du matin lorsque je retouchais des photos. Il n'y avait aucune amertume. Juste de la gratitude pour avoir survécu à ça. À l'aéroport, mon sac à dos sur le dos et l'appareil photo autour du cou, j'ai regardé une dernière fois mon téléphone portable. Aucun message. Aucune connexion. Pas de « désolé » ou de « reviens ». Sourire. Il pensait vraiment que j'avais plus besoin d'eux que de moi. L'avion a décollé, et avec lui, quelque chose en moi a aussi lâché prise. En bas, la ville rétrécissait, les rues où j'avais marché comme une ombre devenaient des lignes sans importance. Dans sa poche, la carte avec l'adresse de Tante Hélène brûlait faiblement, non pas comme une obligation, mais comme un phare. Lorsque nous avons atterri, l'air sentait la pluie et le café torréfié. Portland m'a accueilli avec un ciel gris et un vent qui semblait murmurer, enfin. Tante Hélène se tenait dans le hall, vêtue d'un manteau vert mousse et d'un sourire qui disait que je savais que tu pouvais le faire. Il n'y a eu ni larmes, ni long câlin. Juste une poignée de main ferme et un. Allons-y. Votre lit attend. Et demain, la ville. Nous avons marché jusqu'à la voiture et j'ai pris une profonde inspiration. Ce n'était pas l'air de Portland qui remplissait mes poumons. C'était le futur. Et pour la première fois, il sentit le possible. Je m'assis, le cœur ferme comme de la pierre. Ses accusations, sa colère ne me touchaient plus. J'avais construit quelque chose de plus fort qu'eux, une détermination que même le poids d'années de culpabilité ne pouvait ébranler. Portland m'attendait et j'étais prêt à y faire face selon mes propres conditions. Ils ont essayé de m'attacher avec des chaînes d'obligation, mais je les avais coupées une à une. Elle n'était plus la fille qui réparait tout, qui ravalait son orgueil pour sauver les apparences. Maintenant, j'étais juste Kristen. Et pour la première fois, cela suffisait. 3 jours plus tard, je suis entrée dans la maison de mes parents avec une lettre à la main. Ce n'était pas pour eux, pas directement. J'ai passé la matinée à écrire un email à toute la famille, oncle, tante, cousin, pour leur révéler la vérité sur la fête. Comment maman, papa et Addison m'avaient laissé seule avec les préparatifs pendant qu'ils s'envolaient pour Paris sans un mot. La lettre que je tenais n'était qu'une copie imprimée, laissée sur la table de la salle à manger en guise de dernier point. Je n'ai pas attendu les réactions. Je suis partie, je suis montée dans la voiture et je suis retournée à mon appartement, prêt à finir de préparer mes bagages pour Portland. Avant de partir, j'ai envoyé un message de groupe aux amis d'Addison, ce cercle restreint dont elle parlait tant. Le texte était court et sec. La fête des 16 ans d'Addison était un mensonge.
J'ai tout planifié, dépensé mes économies, et ils m'ont laissé attendre pendant qu'ils profitaient de Paris. J'ai joint une photo des tables vides, du groupe démontant les décorations intactes. Je n'avais pas besoin de dire autre chose. La vérité criait d'elle-même. Quand je suis arrivée à l'appartement, mon téléphone a explosé de notifications. J'ai tout fait taire. Je n'étais pas là pour assister à l'effondrement. Ma part était terminée. Le monde d'Addison fut le premier à s'effondrer. Ses amis, auparavant incassables, commencèrent à chuchoter. En moins de 48 heures, son nom a devenu de la boue à l'école. Les mêmes personnes qui enviaient son voyage à Paris la considéraient désormais comme la fille qui avait quitté sa sœur pour un selfie à la Tour Eiffel. Les messages ont cessé d'arriver. Leurs réseaux sociaux, autrefois remplis de hashtags et de poses, sont devenus silencieux. Elle avait construit son image sur des flashs, mais la vérité l'a effacée sans pitié. Bien sûr, je ne l'ai pas appris par elle. Cousins et voisins m'ont bombardé de messages, choqués, comblant les lacunes de l'histoire. Je n'ai pas répondu. Mes parents ont fait face à leur propre tempête. La famille, unie et brillante, n'a pas cru à la farce. Tante Hélène, celle-là même qui m'avait déjà proposé une chambre à Portland, a appelé ma mère pour lui demander pourquoi elles avaient menti. Cousin ne les a plus suivis sur les réseaux sociaux. Les groupes familiaux bouillonnaient de désapprobation. Les voisins qui échangeaient autrefois des sourires lors des barbecues les ignorent désormais au supermarché. Le club de lecture de ma mère l'a rayé de sa liste. Les amis golfeurs de mon père ont arrêté de programmer des heures de départ. La façade d'une famille parfaite, des piliers de la communauté, s'est effondrée. Ils se sont toujours souciés des apparences. Maintenant, il ne leur en restait plus. La réaction n'a pas tardé. Mon téléphone portable n'arrête pas de vibrer. D'abord ma mère, puis mon père, puis Addison. Appels interminables. Boîte aux lettres pleine. Chaque message, plus en colère que le précédent. Kristen, comment as-tu pu nous humilier ainsi? La voix de ma mère oscille entre supplication et haine. Vous avez ruiné notre nom de famille. Mon père, froid, comme toujours. Vous êtes un menteur et tout le monde le verra. Addison, un cœur poison. J'ai écouté les premiers, puis j'ai arrêté. Ces paroles ne m'atteignaient plus. J'ai supprimé le reste sans même toucher à la lecture. Mes doigts, stables, glissèrent sur l'écran. Ils ont ensuite essayé d'envoyer des SMS de longs paragraphes, me blâmant, me traitant d'ingrat, exigeant que je répare le désordre. Ma mère parlait de loyauté. Mon père, avec respect. Addison, comment je lui avais volé son moment. J'ai lu la première ligne de chacun et je l'ai classée. Je ne devrais pas avoir de réponse. Je ne devais rien. J'avais passé des années à nettoyer après eux, à payer des factures qui n'étaient pas les miennes, à planifier des vies qui ne m'appartenaient pas. Ce désordre était le leur. Laissez-les y faire face seuls. Tara m'a envoyé un texto cet après-midi-là. Bref, précis, je savais ce que tu faisais. Fière de toi, ma fille. Ce n'était pas comme avant, quand elle m'avait repoussé. C'était juste un signe de tête de quelqu'un qui comprenait. J'ai souri, dit un rapide « merci » et rangé mon téléphone portable. Elle n'avait pas besoin de dire autre chose. Son rôle dans mon histoire était déjà rempli. Et j'étais reconnaissant pour ce moment de clarté qu'il m'avait offert il y a des semaines. J'ai continué à faire mes valises. Plier des vêtements, emballer des livres. Ma valise était prête près de la porte, l'appareil photo soigneusement rangé à l'intérieur. Portland était dans 2 semaines, mais je le sentais déjà, des rues mouillées, des cafés parfumés à la cannelle, l'école d'art où j'apprendrais à cadrer le monde à travers mon objectif. Le chaos de Columbia, les appels, les SMS, tout cela est devenu un bruit de fond. Je n'étais pas en colère. Je n'ai pas été blessée. J'étais libre. Et cette liberté, c'était comme respirer après des années sous l'eau. Ma mère a essayé une dernière astuce en se présentant à mon appartement ce soir-là. Il frappa doucement, sa voix étouffée par la porte. « Kristen, s'il te plaît, parlons. » Je ne l'ai pas ouvert.
Je restais de l'autre côté, silencieux, la main sur la serrure. Il attendit quelques minutes, puis partit. Je ne me sentais pas coupable. Je n'ai pas ressenti de doute. J'avais déjà dit tout ce que j'avais à dire, non pas avec des mots, mais avec des actions. L'email, le message, la lettre. C'était ma ligne au sol. Je m'assis sur le canapé, l'appartement presque vide maintenant. Il ne reste que quelques cartons. Le silence n'était pas lourd. C'était paisible. J'avais démoli les mensonges qu'ils avaient construits, non par vengeance, mais par vérité. Laissez-les faire face aux conséquences. Je ferai face à mon avenir. Portland n'était pas seulement une ville. C'était le mien. Un endroit où j'ai écrit mon histoire, image par image, clic par clic. Je n'avais pas besoin de leur pardon, ni de leurs excuses, ni de leur colère. J'avais moi-même. Et cela, finalement, était largement suffisant. À l'aéroport, mon appareil photo pesait plus que jamais. Pas à cause de l'équipement, mais à cause de ce que je portais, mon avenir, mon choix, mon nouveau départ. J'ai pris le vol pour Portland, ma valise rangée dans le compartiment supérieur. Le bourdonnement des moteurs couvrait le bruit des dernières semaines, et à mesure que la Terre reculait, le poids du Columbia se dissolvait avec lui. Je n'ai pas vérifié mon téléphone portable. Je n'ai pas cherché de messages de maman, papa ou Addison. Ils ont été laissés derrière et je ne les chercherai plus. Tante Hélène m'attendait à la récupération des bagages, son sourire chaleureux sous les lumières fluorescentes. Bienvenue à la maison, Kristen, dit-il en me prenant dans ses bras. Sa maison, un bungalow confortable près de l'école d'art, est devenue ma base temporaire. Ce premier soir, nous nous sommes assis sur le balcon en buvant du thé, discutant des bizarreries de la ville, du charme de la pluie, des galeries cachées. Elle n'a pas posé de questions sur ma famille. Il n'a pas insisté. Il m'a juste remis une clé de rechange et m'a dit, c'est ton logement maintenant. Le cours de photographie a commencé la semaine suivante. Je suis entrée dans la salle de classe avec l'appareil photo en bandoulière et j'ai senti une étincelle que je n'avais pas connue depuis des années. Le professeur, un homme mince avec un œil clinique pour la lumière, nous a appris à cadrer un paysage urbain. J'ai tout écrit, absorbé chaque mot et je me sentais vivant. Mes collègues étaient d'âges différents, tous avides de créer. Nous nous sommes approchés lors des courses de café et tard le soir pour critiquer les photos, nos travaux affichés sur les murs du studio comme des promesses. J'ai passé mes journées à explorer Portland, appareil photo à la main. J'ai photographié Gunsight Bridge au crépuscule, son acier brillant sur le ciel. J'ai photographié un musicien de rue, son étui de guitare ouvert pour les pièces de monnaie, son grand sourire. Chaque clic était une victoire, un pas vers la vie que j'avais choisie. La ville s'est révélée devant moi, des peintures murales sur les murs de briques, des food trucs aux odeurs qui se mélangeaient dans l'air, la rivière reflétant les lumières comme un miroir brisé. Tout était nouveau. Tout était à moi. Les marchés bourdonnaient sous la pluie légère, de la vapeur s'élevant des étals comme si la ville elle-même respirait la vie. Des couleurs vibrantes explosaient à chaque coin de rue, fruits empilés, tissus à motifs, fleurs qui défiaient le ciel gris. Mais je n'enregistrais pas seulement des aquarelles urbaines. Je construisais une nouvelle existence, image par image, les mains fermes et le cœur enfin léger. Mon téléphone est resté silencieux dans mon sac. Aucun message de maman, papa ou Addison depuis que j'ai traversé la frontière de mon ancien monde. Et je ne l'ai pas manqué. Leur voix, pleine de reproches, de « Comment avez-vous pu ?» de « C'est comme ça que vous nous payez ?» appartenait à une version de moi qui n'existait plus. J'ai ouvert l'email une fois, j'ai vu la boîte de réception vide et je l'ai fermée avec le sourire. Mon attention était ici, là où l'air sentait le café torréfié et la liberté. Où j'étais Kristen, sans nom de famille émotif, pas la fille qui réglait les crises, pas la sœur qui abandonnait ses rêves pour payer les factures des autres. Juste moi, entier, pour la première fois. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends la leçon la plus précieuse que Portland m'a donnée, se choisir n'est pas égoïste, c'est la survie. J'ai passé des années à croire que l'amour était synonyme d'annulation, que prendre soin des autres signifiait effacer mes propres couleurs.
Mais le véritable amour ne se mesure pas en sacrifices silencieux. Elle se construit avec des limites claires, avec le « non » qui protège, avec le courage d'occuper de l'espace. Chaque photo que j'ai prise était un manifeste de cette vérité. Chaque rue que j'ai parcourue, preuve qu'il existait un chemin où ma voix n'avait pas besoin d'être un murmure. Si vous avez écouté cette histoire jusqu'à présent, merci d'avoir marché avec moi. J'espère que quelque chose résonne en vous, peut-être comme un miroir, peut-être comme une poussée. Avez-vous déjà eu à tracer une ligne entre ce que l'on attendait de vous et ce que votre âme criait de vivre? Dites-moi. Vos paroles ont du poids, tout comme les miennes. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans cette recherche d'un lieu ou d'une version de nous-mêmes qui nous englobe enfin dans son ensemble.